Et j'ai mis des années à réfléchir et je me suis dit, en fait, je vais pouvoir hacker le système. J'ai commencé, comme beaucoup de personnes, dans la rat race. J'étais technicien de surface, je gagnais le SMIC, ça me saoulait. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Van Business Talk. Ici, nous rencontrons des entrepreneurs et des personnalités inspirantes. Et nous explorons comment ils ont réussi à se dépasser eux-mêmes dans l'entrepreneuriat pour atteindre leurs objectifs en affaires et dans la vie. Découvrez comment vous aussi, vous pouvez réussir dans la vie et dans le business. Hey hey hey! Comment ça va? Salut mon Théo, ça va bien? Ouais, la forme. Allez, installe-toi. Allez, je monte. J'ai une petite boîte ici, Jean. Okay. Je vais te demander de piocher une petite carte. Ok, avec plaisir. Manger du durian. Manger du durian. Ok. Excellent. Pour t'expliquer, cette carte, c'est un gage parce qu'il va y avoir une activité, comme je te l'ai dit. Yes. Et à la fin de cette activité, il y aura un gagnant et un perdant. Le perdant devra tout simplement manger du durian. Pour autant, bientôt, tu vas avoir l'intitulé de cette activité. Ouais. Et je vais te demander de choisir, toi, un gage. Une fois que tu auras l'intitulé, tu pourras choisir entre ça ou le gage que tu auras choisi. Ok, j'ai le droit d'élire moi aussi. C'est ça, exactement. Okay. Et en fonction de l'activité, tu choisis du coup ce qui est le plus simple pour toi. Celui qui perd doit payer la séance de l'IFA à l'autre. Super. Allez. Excellent. Du coup, tu auras le choix quand tu auras l'intitulé. Ok. J'ai une petite boîte parce qu'il n'y a pas que toi qui va t'amuser aujourd'hui. Ouais. Il y a aussi les personnes qui vont nous regarder. Dans cette boîte, c'est leur intitulé d'épreuve, leur défi. Il va y avoir des choses qui vont être dissimulées dans cette vidéo, dans cet épisode, et ils vont devoir décrypter pour récupérer un cadeau. Et je vais t'expliquer ce que c'est. Tu peux du coup ouvrir cette boîte. Tu ouvres la boîte. Ça, c'est bien préparé, hein, c'est un peu étape, machin. Ok. Avec quelle marque d'eau Thibaut s'hydrate? Dans cette vidéo, vous allez avoir cette indication, cet indice. Et à un moment donné, je vais m'hydrater. Et en commentaire, vous allez tout simplement devoir donner la marque de cette bouteille d'eau. On est sur la route, on va aller du coup sur le lieu de l'épreuve. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, alors moi je m'appelle Jean, investisseur immobilier depuis 17 ans maintenant. J'ai commencé en 2026. 2006. 2006, excuse-moi. Je commence dans 3 ans en fait, mais je commence à me mettre dans les starting blocks. Là, je vais être bon. Là, je suis encore en période de formation et tout. Ouais, non, effectivement, 2006, donc ça fait 17 ans. J'ai commencé, comme beaucoup de personnes, dans la rat race. J'étais technicien de surface, je gagnais le SMIC et ça me saoulait. Et j'avais un truc dès tout petit, je voulais me sortir les doigts. Et je pense qu'on a ce truc-là en commun, où tous les entrepreneurs que tu invites dans cet épisode, c'est qu'on est prêt à travailler très dur pour pouvoir se créer une liberté financière et se créer un meilleur avenir. Donc j'avais ça dès tout petit, mais je ne savais pas comment faire. Et avec mon associé Julien, on passait, quand on était gamin, nos journées à jouer au Monopoly. Mais littéralement, des centaines d'heures. On était à fond là-dedans. On a compris que si tu achetais des petites maisons vertes et que tu mettais les hôtels rouges, eh bien tu gagnais la partie. Et en fait, dans la vraie vie, dans le petit village dont je suis originaire, dans l'est de la France, les seules personnes qui avaient des belles voitures, genre des Mercedes ou des BM, c'était des gens qui avaient des appartements dans le village. Quoi. Donc je me dis, putain, à 18 ans, je me dis, il faut que je fasse de l'immobilier, mais je ne savais pas comment faire. J'ai cherché et à l'époque il n'y avait pas toutes ces formations sur internet, il n'y avait pas tous ces mentorats et tout ça, donc j'ai commencé tout seul dans mon coin. Tu as commencé à quel âge après du coup? J'ai commencé à 26 ans. 26 ans. Ouais, 25 ans. Et j'ai acheté une première ferme que j'ai rénovée, j'ai créé des chambres d'hôtes. Tu avais des compétences dans je connaissais absolument rien. Du tout. En fait, j'ai acheté la ferme de mes grands-parents parce qu'ils venaient de décéder, mais c'était une ruine. Il y avait genre que les 4 murs. Ouais. J'ai gardé, on a refait le toit, on a refait toutes les pierres apparentes, on a fait la centrale. Quelles compétences du coup tu as pu refaire cette ferme? Tu avais un réseau autour de toi? Franchement, j'avais zéro compétence. Ah ouais? Les seules compétences que j'avais, c'était des potes. Et du coup, je les ai invités. Je les payais en bière et en barbecue. Donc ils m'ont fait un coup de main pendant. Ça a duré 5 ans la rénovation. Parce que c'était vraiment énorme comme projet. C'était 400 mètres carrés et tout. Et au bout d'un moment, ils en avaient marre. Donc j'ai terminé tout seul. Mais au moins, j'ai appris avec mes potes à faire de l'électricité, de la plomberie, à refaire des pierres apparentes, à faire tout ça. J'ai acheté une première maison, j'ai fait des chambres d'hôtes. Je gagnais pas bien ma vie. Enfin, je gagnais 5 000 € les bons mois de location, mais j'étais devenu une femme de ménage de luxe. Et en fait, c'était la galère. Donc j'ai commencé à faire une deuxième maison en location longue durée, puis une troisième, une quatrième, une cinquième. Et j'ai pas craqué le code jusqu'à ce que je m'associe avec mon cousin, qui était un ancien banquier, qui m'a expliqué un petit peu les rouages de l'investissement et surtout l'effet de levier bancaire. Parce que comme tu le sais très bien, le site d'investissement immobilier, et même dans le business en général, en fait, c'est simplement des montages financiers qui font que tu es successful ou pas, quoi. Et une fois que j'ai compris ça, on s'est associés et là on a commencé à acheter des immeubles, 10 appartements, 20 appartements, 30, 40, 50. Et puis on est devenu libre financièrement il y a 5-6 ans maintenant. On a acheté 103 appartements à date. On a arbitré entre temps, hein. Mais voilà, j'habite à Dubaï depuis 1 an et demi et je commence à investir à Dubaï.
Et depuis 3-4 ans, on accompagne les investisseurs en France à investir pour avoir le même parcours qu'on a fait, mais en évitant tous les pièges qu'on a pu faire sur notre Ça a parcours. été quoi là, le plus gros piège ou les 3 plus gros pièges, les 3 plus grosses erreurs que tu as faites qui t'ont ralenti? Première erreur, et ça c'est un truc que je vois souvent pour les élèves que j'accompagne, ils me disent voilà j'ai ma tante qui veut vendre son appartement, je pourrais l'avoir à un prix un petit peu moins cher que machin. Et genre ils achètent ça parce que c'est l'opportunité qui se présente, tu vois. Et ça c'est une grosse connerie, en fait t'achètes pas l'opportunité, t'achètes pas avec tes émotions, t'achètes des chiffres. Hein. Totalement. Quand tu fais de l'investissement, je parle. Donc ça c'est la première erreur que j'ai faite. Deuxième erreur que j'ai faite, j'ai fait un crédit sur 8 ans sur ma première opération parce que je m'étais dit… Donc grosse mensualité. Bah ouais, je m'étais dit si je me serre la ceinture pendant 8 ans, la baraque elle va être payée. Ouais certes, mais pendant 8 ans tu fais rien d'autre quoi. Donc ne faites pas ça les amis. Investissez sur des périodes longues, enfin empruntez sur des périodes longues parce que le cash flow c'est maintenant que vous avez besoin. Et troisième des erreurs, c'était d'avoir fait tous les travaux moi-même. Les 5 premières maisons, j'ai rénové moi-même de A à Z. Je me suis bousillé d'eau, j'ai vraiment eu… Enfin, j'en ai chié quoi pendant 5 ans. T'as pris du temps aussi. Ouais, et puis c'est pas les meilleurs raccourcis en fait. Les meilleurs raccourcis, encore une fois, c'est savoir comment lever de l'argent, l'utiliser efficacement pour avoir de la rentabilité. Ok, excellent. Pour les personnes qui ne savent pas, du coup, le cash flow, c'est tout simplement la différence entre les revenus locatifs perçus et toutes les charges qui concourent à l'activité. Donc, la taxe foncière, les mensualités de crédit, les petites casses aussi, parce que parfois il y en a. L'entretien, ouais. L'entretien et tout ce qui s'ensuit. Actuellement, c'est assez compliqué avec la conjoncture actuelle au niveau des banques. Est-ce que tu as des petites stratégies pour les investisseurs? En fait, c'est assez compliqué, mais on se rend compte bizarrement que les gens qu'on accompagne ont encore des 110%. Donc les 110%, vu qu'on commence à parler d'immobilier, pour clarifier peut-être un petit peu, c'est le fait d'emprunter la totalité de la banque à la banque, la totalité de la somme. Donc votre prix d'achat, la rénovation et les frais de notaire. C'est-à-dire que vous ne mettez pas un centime. Donc c'est encore possible en fait. Simplement, les banques prêtent moins. À la limite, je vois ça comme un avantage parce que si tu es bien formé, tu as un bon dossier bancaire et que tu sais quoi mettre en avant, bah, tu vas te faire financer parce que les banques prêtent encore. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ils ouvraient les vannes à fond. Maintenant, il faut être bon. Donc, tu es allé chercher ta liberté totale avec l'immobilier. Après, tu as développé une première boîte en infoprenariat. Est-ce que dans ton écosystème entrepreneurial, tu as d'autres choses en place actuellement? Alors, ma toute première boîte, en fait, c'était où j'étais technicien de maintenance. J'étais technicien de maintenance. Technicien de maintenance Technicien de maintenance, ouais. Okay, mon tout premier job. Toi aussi Ouais, dans une usine, moi. Ah, pas dans une usine. Moi, en fait, j'ai fait un bac plus 5 et à la fin de mon bac plus 5, franchement, j'étais très fainéant. Et bac plus 5 T'as fini technicien? Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai eu un bac plus 2, je disais putain, je vais avoir un poste tranquille en bureau d'études. J'ai fini avec un casque sur la tête. Et toi, ouais, dis-moi du coup. Non, mais parce qu'en fait, moi, j'ai toujours eu 10 de moyenne tout le temps. Je faisais toujours le strict minimum, mais je voulais pas bosser. Donc, à la fin quand j'ai eu mon bac, je voulais arrêter les études. Mes parents m'ont dit, comme beaucoup de parents, fais au moins des études avec un bac plus 2, tu vois. Donc, j'ai fait un UT Tech de Co parce que le commerce, ça m'intéressait. Et là, je me suis pris au jeu, quoi, tu vois. Et au bout de 2 ans, j'avais pas envie de bosser parce que quand tu es étudiant, moi, je passais mon temps à faire la fête. C'était beaucoup plus cool. Et je me suis dit, bah, au bout de 2 ans, qu'est-ce que je peux faire après? Donc, je suis reparti sur un UT, j'ai refait un bac plus 5, mais vraiment que pour pas bosser, en fait. C'est parce que déjà, dès étudiant, j'avais pas envie d'être dans le monde du travail. Mais j'avais financé mes études par moi-même parce que je voulais pas que ça coûte quelque chose à mes parents. Donc déjà, j'ai pas été dans une école de commerce coûteuse. J'ai fait un UT, c'était gratos. Et puis pour les financer, je travaillais la nuit dans des usines, usines de cookies, chez TNT, dans la logistique, tout ça, pour financer mes études. Mais je voulais vraiment avoir une liberté et l'étudiant, ça fonctionnait bien. Donc quand je suis terminé au bac plus 5, mon père, je revenais d'1 an d'Australie, tout ça pour valider mon stage. Soit mon chemin, c'était d'aller bosser dans une grande boîte. Et ça me faisait chier parce que tu n'as quasiment pas de vacances. Et mon père, qui était donc à son compte, m'a dit, si tu veux, tu peux venir bosser avec moi. Tu me files un petit coup de main, tu bosses quand tu veux. Et en fait, j'ai vu l'opportunité d'aller bosser, c'est lui, donc technicien de maintenance chez mon père, qui était à son compte en tant que plombier, on va dire. Et je bossais 6 mois de l'année. J'ai gagné un petit peu d'argent et je partais 6 mois à l'étranger, en Thaïlande, au Cambodge et tout ça. Ouais, je me mettais. Comment je me mettais? Il utilise tous les rouages. Non, j'étais pas au chômage. J'ai jamais été au chômage. J'étais simplement en rupture. Il me faisait un CDD de 6 mois. Non, j'ai jamais été au chômage de ma vie. Et il me faisait un CDD de 6 mois. Je bossais 6 mois. Après ça, j'arrêtais. Je partais 6 mois voyager. En vacances. Soit en Amérique latine, soit en Asie. Et ça jusqu'à 26, 27 j'ai fait ça 3-4 ans.
Après ça, mon père avait eu l'âge de la retraite. Ok. Donc il avait personne à qui vendre sa boîte, donc j'ai racheté sa boîte. On l'a fait expertiser par un comptable, je l'ai racheté. Comment aujourd'hui l'expert comptable a pu chiffrer la valorisation de la boîte de ton père? Ça, c'est une bonne super question. intéressant. Ça, c'est une bonne question. Parce que il y a, je crois, je discutais avec qui la semaine dernière qui me disait qu'il y a, je crois, 300 méthodes de valorisation d'une boîte. Bon, après ça, il y en a 4 qui sont vraiment très reconnues. Mais à l'époque, pour être franc avec toi, j'y comprenais absolument rien. Donc il nous a chiffré la boîte, je transparente, 70 000 €. Ok. J'étais fils unique. Mon père m'a dit, bah, à la limite, je te la donne la boîte parce que, tu vois, de toute façon, je ne veux pas la vendre. Mais je lui ai dit, mais non, moi, je voulais vraiment être capitaine de mon bateau, tu vois. Donc je lui ai dit, on l'a fait expertiser par un comptable, peu importe le prix qu'il dit, je t'achète ce prix-là, quoi. Donc la manière dont il avait estimé, ça devait être par rapport à la marge. C'est une boîte qui devait faire 100 000 de chiffre d'affaires et il l'a estimé à 70 000. Ok. Voilà, je me souviens plus exactement de la marge, peut-être 30 000. Très intéressant. Ouais. Et du coup, j'achète cette boîte-là. Mon père part à la retraite, mais mon père, au bout de 2 mois, il se faisait chier à la retraite. Donc j'ai réembauché mon père dans la boîte. Tu lui as donné un CDD, je lui ai donné technicien de maintenance. C'est ça. Et j'ai embauché mon meilleur pote parce qu'il avait un boulot, il travaillait à l'usine justement. Et puis je lui ai dit, bah, viens bosser avec moi, je développe un peu la boîte, ça sera mieux, quoi. Mon pote a bossé avec moi pendant 3-4 ans. Okay. Et puis moi j'ai fait un peu le tour de cette entreprise et j'ai revendu cette boîte à mon meilleur pote. Ok. Là tu lui as pas fait de cadeau là. Bah, je l'avais bien développé entre temps, quoi. Donc Geoffrey, si tu nous regardes, tu le sauras dans cet épisode. Non, mais je crois qu'il le sait parce que quand on a rendu la boîte, je crois qu'il avait eu le prix d'achat et je l'avais acheté 70 000, je lui ai revendu 150 000. Ok. 5 ans après. Et l'avantage, c'est que quand j'ai un statut d'artisan et au bout de 5 ans, tu n'as plus de taxes sur la plus-value de la revente de l'entreprise. Donc c'est pile poil. J'ai acheté 70, j'ai revendu 150 et donc j'avais 80 000 de bénéfices purs, mais aussi le capital que j'ai amorti parce que j'ai fait un crédit pour l'acheter. Très intéressant. Ça t'a donné aussi cette envie de continuer à racheter des boîtes par la suite? Alors, en fait, tu vois, c'est un truc vraiment bizarre et j'en parlais aussi. Alors, je sais pas si c'est le même entrepreneur, il y en a quelques-uns qui rachètent des boîtes. Je pense. Peut-être. Mais en tout cas, je parlais avec un mec comme ça aussi la semaine dernière et moi, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné, tu vois. Genre, les tapis m'a toujours fasciné, quoi. Enfin, je suis plus vieux que toi, mais les tapis dans les années 90, c'était dingue. Pour moi, c'était le super-héros. Alors, il y a des gens qui le détestaient. Il n'y a pas de fumée sans feu, donc il n'était peut-être pas hyper clean dans toutes ces affaires. Totalement. Mais en tout cas, l'aura que ça dégageait, parler d'argent ouvertement et d'entreprendre, j'ai trouvé ça fantastique. Donc, ça a toujours été ça dans ma tête. Et vraiment, j'ai voulu entreprendre dès mon plus jeune âge. J'ai commencé avec des jeux vidéo au collège. J'achetais des jeux d'occasion que je revendais. Je passais des annonces sous préau au collège. Ah ouais? Ah ouais, j'ai commencé comme ça. J'ai après ça fait avec des mobylettes dès que j'avais 14 ans. Après ça, j'ai fait des motos de cross parce qu'il n'y avait pas de carte grise. Donc t'as ça dans le sang, quoi. Voilà. Et après ça, c'est pour ça que ça m'a emmené à l'immobilier. Parce que je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire de plus cher? Et j'ai fait avec des maisons, des immeubles. Okay. Et donc, la next step, c'est justement avec des entreprises. Parce qu'une fois que tu arrives à bien valoriser et que tu maîtrises ce processus d'achat-revente, en général, un entrepreneur, il crée une boîte, il y met toute sa sueur, son énergie pendant 5 ans, 10 ans. Le début. Et quand il veut faire un exit, il n'a pas spécialement l'expertise. Donc, des banques d'affaires qui font que ça, elles arrivent à gratter quelques pourcentages à l'achat, quelques pourcentages à la revente. Et finalement, même si tu fais 20% sur une opération à... Je sais pas, à 5 millions, c'est énorme. C'est 1 million, quoi. C'est énorme. Et du coup, tu nous as dit que là, tu allais investir sur Dubaï. Ouais, je commence à investir sur Dubaï. Pourquoi? Quels sont les intérêts? Quels sont les points positifs supplémentaires par rapport à ce que tu as pu voir jusqu'à maintenant? Déjà, j'ai envie de me diversifier. J'ai acheté un premier appartement au Mexique l'année dernière pour faire la location. Tulum? Playa del Carmen. Ah, j'y suis allé, ouais. C'est juste à côté. Et du coup, ça m'intéresse de faire la location courte durée parce que mes plus belles opérations en France, c'est quand on a acheté des biens, on les a passés en location courte durée et en fait on en a créé un business. Et quand on les revend pas en tant que simplement du prix au mètre carré, on les revend en système automatisé avec un logiciel de gestion, des femmes de ménage en place et une rentabilité affichée. Ah oui, et donc quand tu revends un bien à 10% de rentabilité, mais que toi tu arrivais à dégager 15%, tu as 50% de marge dessus. Est-ce que tu pourrais apporter un plan d'action pour faire exactement ce type d'opération? Franchement, ce Secret Talk de Jean, il est incroyable. Si vous voulez investir dans l'immobilier et que vous n'êtes pas encore formé, n'hésitez pas à interagir, à jouer le jeu parce que avec ces 7 points qu'il nous a dévoilés, vous repartez de là avec un plan d'action vraiment défini. Je me considère encore assez novice sur le marché de Dubaï. Ça fait 1 an et demi que je suis là. Ça fait plusieurs années que je viens et que je suis le marché. Mais le gros avantage que je vois, c'est que c'est hyper dynamique. C'est-à-dire que le marché il est hyper tendu, la démographie explose. On est passé de 3 millions à 3,6 millions en l'espace de
6 mois, 1 an. On le voit sur les, on le voit là, sur l'autoroute. Tu vois Il y a des de la bouchons sur l'autoroute. circulation. Et non, mais c'est simplement dingue. Les prix ont explosé. Simplement, là, sur les 6 derniers mois, ça a pris 15%. Donc, toutes les annonces maintenant que je chasse et qui ont plus de 2 semaines, quand je téléphone, les gens me disent, je téléphone pour une annonce à 3 millions par exemple, ils me disent non, mais elle est plus à 3 millions, elle est à 3 millions 2. Je dis non, mais elle a 3 millions dans l'annonce. Ils me disent non, mais ils veulent plus la vendre 3 millions les vendeurs, là maintenant c'est 3 millions 2. Ah, ok. Donc, c'est hyper dynamique. Ce qui fait que dans le futur, il peut y avoir un crack à court terme comme il y a déjà eu éventuellement en 2014 ou 2008. Ça va arriver parce que quand tu as un marché hyper dynamique et hyper tendu, il monte très vite, mais il peut descendre. C'est pas aussi dynamique que les cryptos, mais c'est le même constat finalement. Franchement, plus il y a des tendances et plus tu as de chances qu'il y a un moment donné, tu es dans une tendance baissière et haussière. Ouais. Et donc, ce que je vois de ouf, c'est qu'il y a vraiment du gros potentiel ici. Et que ça risque de baisser. Parce qu'à Dubaï, comme tu l'as vu, il y a beaucoup de biens qui ne sont pas mis en valeur. Pourtant, le prix au mètre carré est cher. Les cuisines, elles sont horribles. Les salles de bain. Les salles de bain, elles sont dégueulasses. Les gars, franchement, les personnes qui veulent venir faire de l'achat-revente ici, c'est jackpot. 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 Donc, moi, ma stratégie, elle est assez claire. C'est rentrer sur le marché et faire un aller-retour très rapide. Marché secondaire, hein, du coup. Donc, marché secondaire. En plus, l'administratif est beaucoup plus réduit par rapport à la France. Donc, avantage, c'est que tu peux acheter en 2 jours. Quand le vendeur n'a pas de crédit, que toi, tu achètes cash, tu peux acheter en 2 jours et tu peux revendre en 2 jours. Donc, transaction, si tu trouves une bonne affaire dans la semaine. C'est un truc de fou. Allez, dans l'idéal, tu pourrais faire un achat-revente dans la à la semaine. France où c'est, maintenant en plus, avec tout ce qui se passe, c'est 4, 5, 6 mois. Pour moi, c'est peut-être le plus gros désavantage. L'inconvénient, c'est qu'il faut payer cash. Ouais. Parce que si tu veux, tu peux faire des crédits une fois que tu es installé ici, mais c'est quand même compliqué. Les taux d'intérêt sont hauts et surtout, ils sont fixes que pendant 3 ans. Et après ça, ils sont sur un taux variable. Et puis, la location Airbnb, quoi. Gros avantage de faire la location Airbnb. Ok, donc marché secondaire, faire des flips, des transactions très rapides. Ouais. Les impôts, pas d'impôts sur les revenus. Donc il y a locatifs. zéro, c'est un gros avantage, c'est que quand tu fais un flip, Et sur tu la as plus-value zéro aussi. impôt sur la plus-value. Donc Ok. zéro impôt sur tes Comme loyers. une résidence principale en France, quoi. Ouais, c'est-à-dire que vous pouvez acheter 10 résidences principales par an. Enfin, c'est pas des résidences principales ici, mais en France c'est compliqué. On sait qu'on n'a pas le droit de faire de la plus-value. Il ne faut pas que ce soit dans un but lucratif. Voilà, c'est ça. aussi, ouais. Sur la résidence principale. Mais ici, tu peux faire littéralement une propriété par jour tous les ans. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'imposition. Il y a beaucoup de stéréotypes par rapport à Dubaï. Ouais. Quels sont les avantages, quels sont les inconvénients pour toi? Pourquoi tu as décidé de vivre ici avec une famille? Parce que tu as toute ta famille. Hein. Ouais, j'ai toute ma famille qui est là. À la base, on ne devait pas spécialement vivre à Dubaï. Nous, on a quitté la France il y a 2 ans. Ok. On a été pas mal de temps au Mexique. On a passé plusieurs mois au Mexique. On a été beaucoup à Bali et en Thaïlande. Tu as combien d'enfants déjà? 2 enfants. 2 enfants. Donc le sujet, c'était pas. Comment ça allait? Enfin, c'est un autre sujet. Hein, Ouais, mais, ouais, bah vas-y. au niveau de leurs études, l'éducation. Ok, on les a déscolarisés. Ok. On a dit à la France, bah écoutez, on s'en va, donc on les retire de l'école. Et je leur ai fait faire de l'école en ligne. Et Ok. j'ai entre guillemets créé ma propre système d'école Trop bien. parce que et ça, Ah, il y a la peut-être- Elon Musk, quoi. je sais pas, c'est pas fait Il a Elon, fait ça. mais en tout cas, moi c'est vraiment un sujet qui me, parce que je voulais l'indépendance financière pour être libre. Ouais. Et ma plus grosse des contraintes quand j'étais en France, c'était l'éducation de mes enfants. Parce que j'étais bloqué, je pouvais jamais partir parce que les gamins allaient à l'école à partir de 6 ans, tu vois. Et j'ai mis des années à réfléchir et je me suis dit, en fait, je vais pouvoir hacker le système en prenant moi-même des profs, choisissant les matières. Donc je leur fais apprendre, ça c'est ma vision, hein, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais Trop je bien. leur fais apprendre que les maths et les langues. Ok. Et l'histoire et la géographie, de mon point de vue, elles l'apprennent quand on voyage. On a fait, je sais pas combien, peut-être une vingtaine de pays déjà. Donc à chaque fois, elles apprennent un peu la langue, elles apprennent la culture, les fruits, les odeurs. Enfin voilà, elles vivent des expériences plutôt que de les vivre dans un livre. Et j'ai simplement sélectionné des profs sur un site qui s'appelle Superprof. Coucou à Will, le patron de Superprof. Et ça, c'est un site révolutionnaire et ils ont 22 millions de profs enregistrés en ligne. Ok. Et tu peux sélectionner des profs partout. Donc j'ai des profs d'espagnol qui sont basés au Mexique, j'ai des profs au Pérou, j'ai des profs en Asie. Et en fonction d'où on est, sur quel fuseau horaire, j'envoie un message à ces profs-là pour qu'ils apprennent les maths ou l'anglais ou l'espagnol à mes filles. Ok, super intéressant. En tout cas. Et comment elles le prennent? Parce que l'école, c'est aussi l'endroit où se faire des amis. Tu vois, toute cette partie-là, comment ils le vivent? De bouger. En fait, elles sont toujours heureuses. Je pense que des enfants, de manière générale, ça leur donne de l'amour et elles sont heureuses. Ouais, Et c'est vrai. elles manquent de rien. Tu vois, on a une vie, on voyage de manière assez simple, mais elles ont toujours ce cocon familial. Donc oui, on est en itinérance, enfin on était en itinérance avant de se poser à Dubaï, mais elles n'ont jamais manqué de rien et ça se passe très bien. Elles sont plein de potes sur les plages quand on est à Bali ou je sais pas quoi. Ouais. Mais c'est vrai que vu que tu bouges tout le temps, tu fais pas vraiment de racines, tu vois. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a décidé de s'installer à Dubaï.
Parce que je pense que quand tu es à l'adolescence, surtout en 11 et 15 ans, tu vois, tu te cherches un petit peu, tu arrives à l'adolescence. Là, je pense que c'est cool d'avoir une base et des amis fixes. Ok. Donc on les a mis à l'école ici. Ok, magnifique. Combien tu payes l'école ici, si c'est pas trop indiscret? C'est une bonne question. J'ai fait un peu un benchmark des écoles ici parce que c'est un vrai business. Les écoles ici, ça coûte une blinde. Hein. Et d'ailleurs, tu remarqueras qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs à Dubaï qui n'ont pas d'enfants. Comme moi. Et toutes les personnes qu'on a invitées jusqu'à présent. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des enfants parce qu'il y a deux trucs. Quand tu as une famille à Dubaï, les logements sont chers. Donc, quand tu es 4, tu as un logement plus grand que quand tu es tout seul. Et puis, tu as aussi l'école. Hein. L'école, ça coûte 2 000 € par mois par élève, si tu vas à l'école française. Et moi, je les ai mis dans une école anglaise. Je paye 1 500 par mois par élève. 1 500 €. Ouais. Donc, ça fait un budget de 3 000. Mais il n'y a pas les uniformes, il n'y a pas le bus, il n'y a pas les activités extrascolaires. Elles sont en uniforme? Ah ouais, c'est obligatoire uniforme. Ouais. Et elles aiment bien? Ouais, elles kiffent. Waouh. C'est vrai que ça, c'est un sujet super intéressant. Hein. C'est qu'en France, aujourd'hui, en France ou dans d'autres pays, quand tu es à l'école avec des enfants, on se rend pas compte, mais tu es jugé, etc. par rapport à comment tu t'habilles, tu te sens moins bien ou supérieur. Et ça, l'uniforme, je sais pas si c'est spécialement réservé pour ça, pour que tout le monde soit sur la même lignée, mais je pense que ça doit jouer aussi beaucoup sur l'impact personnel de chaque élève. Et moi, j'étais sûr qu'elles allaient détester. Moi, à leur âge, tu m'aurais mis un uniforme, mais franchement, je t'aurais pété une crise. C'était pas possible d'avoir un uniforme. Et en fait, on a été leur acheter leur uniforme le premier jour de classe et elles sont super gentils, elles sont trop contentes. L'uniforme, c'est génial. Il y a un bus qui vient les chercher, non, le matin? Il y a un bus qui vient les chercher, ouais. Ça, c'est incroyable à Dubaï. C'est que moi, je le vois, il y a écrit School Bus. Le bus vient chercher chaque élève devant son domicile pour la sécurité, encore une fois, et pour le service, quoi. Service qui est incroyable ici. En tout cas, c'était grave intéressant. J'aurais pu continuer encore comme ça pendant 2 heures. Ouais. Ça m'intéresse énormément, tout ça. On arrive à destination. Ok. Avant ça, j'ai encore quelques petites choses pour toi. Ok. Avec l'équipe, on a décidé d'offrir un petit cadeau à chaque invité. Ah, trop bien. La boîte de l'épreuve. Qu'est-ce que c'est donc? Je te rappelle des 2 gages? Tu vas devoir choisir entre les 2 l'un gages. des 2 là. Ok. Donc je regarde. Tu peux. Ok. Attention. Il faut savoir que chaque activité est personnalisée à chaque invité et je fais en sorte que ce soit paritaire. Franchement, j'essaie de deviner que ça peut être un ça truc pourrait sportif. être quoi? Je vois pas. On a l'habitude de se voir ensemble pour faire du sport, mais je pense pas que ce soit ça. Donc je sais pas. On va regarder. Allez, let's go. Yes, padel. Un 1 contre 1. Un 1 contre sur 1 un single padel. court. Yes. Ah yes, trop bien. En 2 sets gagnants. En 2 sets gagnants, trop cool. Et on est un petit peu en retard, donc on va y aller. Ah ok, trop cool. Thibaut, désolé de te le faire, mais tu vas me payer une séance d'e-foil alors. Let's go. Allez, c'est parti. Ah, ça me fait trop plaisir, surtout que ça fait longtemps que j'ai pas joué au padel. Ah ouais. Regarde, notre terrain, il nous attend. Nickel. Il est juste là. Parfait. Ça va aller vite. Donc on fait 2 sets, que ce soit bien d'accord pour tout le monde et les téléspectateurs, on fait 2 sets. 2 sets gagnants. Okay. En tout cas, à chaque fois que j'ai fait des paris, pour l'instant j'en ai fait gagné 5. Non, j'ai tous perdu. Sérieux? Ouais, tous perdu. Que ce soit au billard, aux échecs, au paddle, à chaque fois c'était perdu. Donc bon, là, il y en a un qui va aller s'amuser sur une nouvelle expérience. C'est la première fois que je vais gagner. E-foil, c'est ça? Ouais, e-foil. Donc c'est 20 minutes d'e-foil. Et pour ceux qui savent pas ce qu'est le e-foil, c'est un surf électrique qui décolle au-dessus de l'eau, c'est une tuerie. Si vous jamais essayé, faut que vous en fassiez. Prends des forces, hein, tu vas en avoir besoin. Il y aura un gagnant, il n'y aura pas d'ex-aequo. Il n'y aura pas d'ex-aequo. Commence à économiser parce que le e-foil c'est cher. Hein. Bonne chance. Ça c'est de la triche. Joué. Bien joué. 2-1. Ah yes. 3-1. Je le sens pas serein, notre ami Thibaut là. Il y a 3-1 pour moi. Je crois qu'il commence à se dire merde. Le e-foil arrive. Ça fait 40-0? 40-0, ouais. Ah, bien joué. L'usure, il est un peu plus vieux, je vais l'avoir à l'usure.
Jamais il aurait pu louper ça avant. Il commence à fatiguer, ça se sent. Concentration, te laisse pas avoir. Allez 1-0. C'était un bon premier set. 1-0. Deuxième set. Let's go. Oh. Elle est bonne. 1-0. C'est que le début. C'est le premier et le dernier. Je suis sacrément malade aujourd'hui en fait. On va le dire. Ça commence à trouver des excuses. Alors c'est vrai pour la défense. Il n'y a plu hier à Dubaï. Ça fait 6 mois qu'il n'y avait pas plu. Il est tombé malade. Normalement je l'ai. 15-0. Bon, on doit changer de terrain là. Du coup on va finir ce match, ça fait 3-3, 0-40 pour toi. Yes. Let's go. Hâte de voir ça. Ça sort. Ah, elle sort. Une balle de match. Ah. Une. Allez. Bien joué. Bien joué, mec. C'était serré sur le deuxième set. Waouh. Je vais pas remettre la faute sur ma maladie, mais j'en peux plus. Bon match. Bah, en tout cas, ce serait une première expérience pour moi. Bah, tu vas voir. Donc ça va merci être- d'avoir choisi ça va être cool. ce gage. Ouais, ça va te plaire. À chaque fois qu'on finit un Van Business Talk, on a une tradition. Ok. L'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est fait de réseaux et c'est comme ça qu'on évolue énormément. Quelle est la personne la plus influente de ton réseau? La plus influente de mon réseau. Ouais. Les personnes que j'aime beaucoup, que j'ai rencontrées il y a 3 jours, que j'avais déjà croisé pas mal de fois, mais que j'ai rencontré plus en intimité, on va dire, il y a 3 jours. Tammy Cabage, qui est Cabage. cool, ça fait longtemps qu'il fait du business. J'aime beaucoup son énergie, tout ça. Ouais, de dingue. Donc, je l'ai rencontré aussi, ouais, c'est cool de Est-ce que connaître tu Tammy. penses que tu pourrais nous organiser un Van Business Talk avec Tammy Cabage? Bah, je peux lui demander, ouais. Ouais. Carrément, c'est un bon système, ça de demander au prochain invité. Et J'aime bien le qu'est-ce que tu as concept. pensé du coup du concept? J'aime beaucoup, ça fait un peu intimiste dans le van. Et c'est top. Belle création de contenu, tu peux être fier de toi. Merci à toi en tout cas, c'est Yes. top. Bon, et ben en tout cas, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et surtout à interagir parce qu'on avait un magnifique et super intéressant Secret Talk sur l'immobilier. Donc n'hésitez pas à interagir et à découvrir cet indice. Je vous le rappelle, quelle est la marque qui m'a quelle est la marque de la bouteille d'eau qui m'a permis de m'hydrater pendant cette session de paddle? Allez, à très vite les amis.